Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir au programme de cette chronique du 10 juillet, le Covid-19, où en sommes-nous? Où en sommes-nous et suite à l'émission de la semaine dernière, nous allons voir les prolongements. Nous allons définir, comme ce sont la chronique des barbaries, ce qu'est effectivement une barbarie. Ça a déjà été explicité dans d'autres émissions, mais je pense que parmi les premières émissions, c'est important de donner cette définition et de la répéter, de bien la poser. Ensuite, nous verrons en quoi les transgressions mènent à la barbarie. C'est une source très importante de barbarie qui est souvent ignorée et pourtant qui est une des principales. Et puis, nous finirons par un hommage à quelques victimes des barbaries qui sont intervenues récemment. Bonsoir donc. Avant de commencer ce sommaire, nous allons d'abord citer, comme à l'accoutumée, une pensée de Gaston Courtois qui est à méditer. Dans cette période, c'est assez intéressant puisque nous avons des initiatives de droite et de gauche et reposer les choses sont assez importantes. Donc je vais vous lire cette citation. Pour faire une grande œuvre, il faut réunir des efforts qui, dispersés, resteraient stériles. Ce n'est pas parce que la piste qu'indique le chef est la meilleure en soi qu'il faut la suivre. Il y a souvent 1000 manières de faire qui sont aussi bonnes. Elle est la meilleure parce que le chef l'indique et qu'elle fera seule l'union féconde des volontés et des cœurs. Je vous laisse méditer cette maxime, cette pensée de Gaston Courtois qui est fort appropriée dans cette période où plein d'initiatives tentent de se mettre ensemble et de converger. Voici une contribution. Alors, commençons donc Covid-19, où en sommes-nous? Bon, je disais que la semaine dernière que l'épidémie était là pour durer, qu'il y avait encore des foyers très intenses en activité. Bon, on en voit une carte ici, hein, c'est assez clair. Alors, faisons le point, nous avons quelques métriques que nous avons définies, nous allons les suivre tout au long de ces semaines et de ces mois à venir. Donc la dernière mise à jour, bon, c'était hier matin, hein, j'ai fait cette mise à jour hier matin à 9h30. Donc toujours 188 pays et régions, hein, toujours la source, le Johns Hopkins University. Donc le nombre de cas confirmés atteint désormais 12 millions. Voilà, la courbe actuelle, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, on voit que loin d'atteindre un plateau ou quoi que ce soit, on ressemble plutôt à une parabole. Et je ne dirais pas que c'est une exponentielle, mais on voit bien que la courbe se relève. Plus on avance dans le temps, plus la courbe se relève. Donc on n'est vraiment pas du tout dans le bas de la courbe, dans une moindre inflexion. Si inflexion il y a, c'est plutôt à une accélération. Donc ça, c'est la courbe à l'échelle mondiale. Le nombre de morts atteint 549 735 personnes décédées du Covid-19 dans le monde. Donc nous avons dépassé les 500 000. Le nombre de personnes qui sont guéries, qui ont été malades et qui sont guéries, atteint près de 6,6 millions. Ça, c'était les chiffres à hier matin en France. Ceci représente donc 7,7%
un taux de mortalité de 7,7%. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est un chiffre qui est un majorant, puisqu'il y a tous les gens qui sont en cours de maladie qui ne sont forcément pas comptabilisés, hein, et puis comme le nombre augmente de plus en plus, on voit bien que ce chiffre majorant, de semaine en semaine, décroît, puisqu'il y a 2 semaines, il était à 9%, il est à 8%, là, il est à 7,7%. Voilà. Donc, on va tendre de plus en plus vers un chiffre réellement représentatif. Nous aurons une autre indication de la valeur, effectivement, du nombre de décès par nombre de cas, en définitive, dans un autre graphique qui va suivre. Voilà, mais on est de toute façon au-delà de la grippette et de ça. On est dans une mortalité qui est de l'ordre du pourcent. Hein. Donc, par exemple, voilà, on y arrive. Donc, sur le cas des USA, et donc sur ce que je parlais des foyers comme les USA ou le Brésil, mais on voit sur cette courbe que les USA ont perdu le contrôle de la propagation de l'économie, de l'épidémie. On voit bien qu'ils avaient réussi à maîtriser jusqu'à un moment donné, donc quand ils ont réussi à faire le confinement, on voit bien qu'ici la courbe décroît, et puis ils ont laissé tomber, hein, ils ont relâché complètement l'effort, et là on peut dire que l'épidémie est hors de contrôle. Quand on a une courbe qui croît de cette façon-là, là on est hors de contrôle, et les mesures qui sont annoncées là, par Trump et par différents États, montrent qu'en fait ils ont laissé tomber et qu'ils laissent l'épidémie en fait se propager. Donc ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle puisque du coup on va se retrouver donc avec des foyers. Donc tant qu'il y a des gros foyers quand même, là on a des réservoirs, ce sont des millions d'habitants. Tant qu'on a des réservoirs, ça veut dire que toute la planète est en définitive concernée et que l'épidémie elle dure, elle va durer, elle ne va pas s'arrêter. On est là pour un moment. Donc c'est vraiment une barbarie parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui va être saisonnier, qui va s'arrêter. Non, là on est sur quelque chose qui va durer. Comme je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière pour toutes les raisons qui font que c'est quelque chose qui a de très grandes chances de durer. Alors, une bonne nouvelle malgré tout, c'est qu'on voit que le taux de mortalité aux États-Unis s'établit désormais à 1%. Donc on est à peu près à 1% ici. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. 1%, c'est comme je disais sur la semaine dernière, sur une population de 100 millions d'habitants, les États-Unis c'est 200 millions. Hein. Si tout le monde est touché, ce qui n'est jamais le cas, alors, je vous rassure, mais bon, admettons que sur une population de 100 millions, tout le monde est touché, ça fait quand même 1 million de morts dans le pays. Donc c'est quand même pas négligeable. Hein. On n'est pas dans la grippe. La grippe, on est plutôt à 0,1%. Vous voyez, donc c'est pas du tout la même chose. On est 100 fois plus petit. Quoi. Donc on est très très au-dessus en termes de mortalité du Covid-19. Donc les gens qui vous parlent de théorie du complot, etc., qui regardent la réalité, ça va les calmer. Ou pas. La rationalité, malheureusement, n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, ce qu'il faut faire attention malgré tout, c'est que certes, donc on arrive à limiter les choses, mais il y a un effet retard, puisqu'il y a une période d'incubation qui est assez longue, qui est une dizaine de jours, puis après les gens rentrent, ceux qui sont les plus malades vont rentrer à l'hôpital, puis en réanimation, etc., voire vont être intubés. Et donc, il risque d'y avoir, vu la courbe du haut, là, qu'on voit ici, il risque d'y avoir un possible engorgement des hôpitaux dans les jours et les semaines à venir, qui vont faire que ces 1% ne seront plus tenus. Même si on sait faire 1% quand on arrive à gérer le flux, s'il y a le flux qui dépasse, eh bien on ne pourra plus gérer. Il y a des gens qu'on aurait pu sauver, qu'on ne saura plus sauver parce qu'il y en a trop. Donc ce chiffre, bon, il est intéressant, hein, c'est mieux que les 7,7% que je montrais tout à l'heure, mais toutefois, voilà, il est fragile. Hein. Il correspond en fait à ce qu'on avait, à peu près ici, quoi, vers cette période-là. Donc voilà où nous en sommes. Donc protégez-vous, hein, ne relâchez pas vos efforts. La seule solution, alors aux États-Unis, c'est certes que la seule solution, c'est de se protéger individuellement. Là, on en est à ce niveau-là. Alors, deuxième thème, qu'est-ce que la barbarie? Qu'est-ce que
on définit comme barbarie, parce que c'est le sujet, le cœur de sujet de cette chronique. Que sont les barbaries? J'ai cherché des définitions de ce qu'était la barbarie. Bon, historiquement, c'est les gens qui ne parlent pas le grec, mais bon, c'est presque anecdotique, hein, ça c'est l'origine du mot. Mais qu'est-ce que c'est que fondamentalement la barbarie? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir recouvrir ce terme? Donc j'ai cherché des définitions et je n'en ai trouvé aucune de réellement satisfaisante. Aussi, comme vous savez que au cœur d'une perspective, la 6e République, il y a une refondation du logiciel républicain qui s'appuie sur les apports philosophiques et les deux philosophes, je dirais, au cœur les plus importants dans cette démarche, que sont Simone Veil et Michel Clouscar. Simone Veil définit, j'en ai déjà parlé, les besoins du corps et de l'âme qui devront former le préambule, en grande partie, de la Constitution de la 6e République pour dépasser les droits de l'homme, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui nous a amenés dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui montre bien, par ces barbaries justement, que c'est insuffisant. Donc pour nous prémunir des barbaries, eh bien c'est sans doute à ce niveau-là qu'il faut chercher la réponse. Et en fait, la définition donnée des barbaries est la suivante. Ce sont l'ensemble des agissements qui nuisent gravement aux besoins du corps ou de l'âme tels que les définit Simone Veil. Les besoins du corps, ce sont par exemple la nourriture, le fait de pouvoir respirer, de pouvoir évoluer dans son environnement, d'avoir un logement, etc. Donc, tout ce qui va nuire gravement à votre vie, à votre corps, fait partie des barbaries. Les besoins de l'âme, ce sont par exemple la liberté, l'égalité, la propriété individuelle ou collective, etc. Je vous renvoie à Simone Veil et aux autres vidéos, puisque cette liste des besoins du corps et de l'âme est enrichie justement des apports de Michel Clouscar pour sortir et vraiment donner un nouvel espoir, puisqu'on ne sortira de la barbarie et des barbaries qui nous guettent qu'en donnant un espoir, un optimisme, une nouvelle vision à la société. Toute autre tentative est vouée à échouer, puisque vous ne pouvez pas sortir d'un déclin civilisationnel comme on l'est aujourd'hui sans tracer une nouvelle perspective, donc bâtir une offre politique, mais plus que politique, même civilisationnelle, à la société. Donc voilà, donc c'est au cœur du projet Une Perspective, la 6e République. On ne peut donc pas se contenter de rafistolage ou de petits bricolages qui ne mèneront à rien. Ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. Alors, ensemble des agissements nuisant gravement aux besoins du corps ou de l'âme. Alors, ces besoins, comme j'ai dit, ont été définis par Simone Veil. Il y en a d'autres, hein, puisque elle ne s'est pas trop attardée sur les besoins du corps, mais il y a notamment l'intégrité du corps, par exemple, qui est un besoin aussi qui n'était pas listé, donc qui a été ajouté. Et puis, il y a le travail également, qui est par contre là un apport plutôt de Michel Clouscar, qui vient justement de ce que nous allons voir juste après, c'est-à-dire sur les transgressions. Bon. Pour en savoir plus sur comment a été élaborée cette définition, je vous renvoie à l'émission des Mercredis de l'Espoir du 6 mai. Alors, le thème principal de l'émission d'aujourd'hui, les transgressions mènent à la barbarie. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, par exemple, les gens mangent de la merde. Non seulement ils mangent de la merde, mais ils veulent manger de la merde, ils redemandent à manger de la merde. McDonald's, KFC, jambon de poulet. Jambon de poulet. Ça n'existe pas le jambon de poulet. Ça ne peut pas exister le jambon de poulet. Il n'y a pas de jambon dans le poulet. Voilà. Tous ces plats préparés,
élaboré de façon qu'on ne sait pas comment d'ailleurs, on ne sait absolument pas comment c'est. Toutes ces pommes qui n'ont aucun défaut et ce genre de choses, ce sont des choses qui sont fabriquées et qui sont forcément traitées et soit avec des produits chimiques ou de toute nature, enfin par des procédés d'élaboration qui sont loin d'être naturels. Mais le pire n'est pas cela. Le pire, c'est que non seulement on a ça, hein, mais les gens, c'est ce qu'ils veulent manger. Quand vous leur proposez de vrais légumes ou des choses comme ça, ils n'en veulent plus. Ils veulent manger que ces merdes-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est donc une vraie barbarie, puisque ça nuit à votre corps, très, très nettement. C'est quelque chose qui va induire des nuisances à votre corps. Et la raison, c'est parce qu'on ne fait plus à manger. L'avantage de ça, c'est on mange ça pourvu que ce soit tout prêt. C'est-à-dire, vous achetez votre barquette de frites, votre barquette avec le truc, là, le hamburger ou ce genre de choses, c'est tout prêt, vous le faites plus à manger. On n'est plus dans le faire à manger. Vous mangez quelque chose qui est tout cuit, tout prêt. Voilà l'origine. Voilà un exemple de transgression, puisqu'on transgresse par rapport à toute notre culture, même à toutes les cultures. Dans toutes les cultures, il y a une gastronomie. Bien non, on abandonne ça, on jette ça pour manger de la merde, parce que c'est c'en est, et en demander. Tout ça parce qu'on ne fait plus à manger. On mange avec les mains. C'est-à-dire que la moindre des choses, c'est de manger avec des couverts. Enfin, c'est, je dirais, les hommes préhistoriques qui mangeaient avec les mains. Eh bien non. Maintenant, on veut manger avec les mains. On ne se sert plus d'une assiette, d'un couteau, d'un couvert. On mange avec les mains. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus la vaisselle. Ça permet de ne plus faire la vaisselle. Donc, une fois de plus, on n'est plus dans le faire, on est juste dans la consommation la plus directe, la plus immédiate possible, sans avoir quelque chose à faire, à travailler dessus. Continuons l'énumération. Donc on ne se respecte pas soi-même. Hein. Quand on mange avec les mains, on ne se respecte pas soi-même. C'est-à-dire on se comporte comme une bête. On abandonne sa qualité d'être humain. On ne se respecte pas soi-même. Ce qui est le premier des respects que l'on doit avoir, c'est le respect par rapport à soi-même. Autre exemple, on porte des pantalons dépouillés ou retroussés en bas des jambes. Vous savez, qui s'effilochent, etc. Donc on fait croire que c'est une mode. C'est pas une mode, c'est parce que c'est la fainéantise de faire un ourlet. On est toujours dans le faire, de ne pas faire en l'occurrence. C'est-à-dire que du moment que c'est quelque chose qu'on consomme comme ça directement, hein, comme les oies que l'on gave là, et que l'on gave de choses, et bien donc on se respecte même plus dans l'habillement, on laisse les choses soit trop grandes, soit qui se dépouillent, ou les baskets trouées, enfin, ou ce genre de choses. On ne se respecte plus soi-même. De nouveau, cette fois-ci dans le domaine de la présentation de soi-même. C'est-à-dire, prenez des images, c'est toujours frappant de voir des images d'époque du début du XXe siècle, où les gens justement étaient dans le respect d'eux-mêmes et tout le monde se faisait un point d'honneur à bien s'habiller, soit du plus modeste au plus riche. Les gens avaient le respect d'eux-mêmes. Où en est-on aujourd'hui par rapport à ça? Ça aussi, c'est une barbarie parce qu'on ne respecte pas là son âme aussi quelque part. Et alors, un autre exemple, on joue à la console pour épuiser son temps de vie. C'est-à-dire que comme d'un coup on n'est plus dans le faire, on a plein de temps dont on ne sait pas quoi faire, ou on est au chômage, ou on a plein de temps de loisirs, on a des week-ends qu'on passe tout seul ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on passe son temps à des activités ludiques, mais on est dans le trop-plein d'activités ludiques, là, pour le coup. Et plutôt que de faire des choses, puisque plutôt que d'avoir ces activités ludiques, de jouer à la console ou ce genre de choses, eh bien, on pourrait très bien, par exemple, faire du jardinage, travailler dans des associations. Y a mille et mille choses. C'est Jean Ferrat qui disait, je crois, mais je ne comprends pas, ces jeunes de 20 ans qui ne savent pas quoi faire. Il y a tellement de choses que l'on peut faire. Tellement, tellement de choses. Et voilà. Là, on épuise son temps de vie, on perd son temps, parce que c'est ça. On perd son temps à jouer à la console, à jouer, d'une manière générale, plutôt que de vivre réellement et de faire quelque chose. Voilà. On est toujours à se déshabituer de faire.
C'est-à-dire on est toujours dans la consommation et jamais dans la production, dans le faire des choses. On est tellement habitué à ne pas faire des choses que même quand on a du temps pour faire des choses, eh bien, on ne fait pas des choses, on continue à ne rien faire. Alors, tout cela, donc, c'est pour être toujours dans la consommation, pour ne plus produire. En fait, et ne plus être dans la consommation, ne plus produire, on se dégrade, en fait, parce que l'homme, comme ça a été montré dans d'autres émissions également, est ambivalent. Il est à la fois consommateur et producteur. Ça fait partie de notre nature profonde. Et là, en fait, on pousse à une culture de la paresse. Parce que ne rien faire de sa vie, ne rien faire dans sa vie, est-ce que c'est encore une vie? Quand vous avez une vie qui est pleine de vide, quand vous avez une vie qui est remplie de vide, avec des morceaux de rien à l'intérieur, qu'est-ce que c'est que cette vie? C'est pas une profonde barbarie de soi-même, une profonde torture même de soi-même? C'est une dégradation humaine, une perte de l'éthique, une perte de la qualité d'être humain. C'est un peu ce que disait, pour citer Orwell, et c'est Brick Brother, je crois, qui dit ça à un moment donné. Vous avez choisi de vivre plutôt que de rester des êtres humains. Et voilà. C'est typiquement l'illustration de cela. Cette hyper-consommation, cette démarche d'être toujours dans la consommation, même dans des cas où ce n'est pas nécessaire, où on pourrait faire autre chose, où on pourrait faire autrement. De plus, on a défait, on a volontairement cassé le faire. Et là, c'est là qu'on va y venir, en fait, parce que d'où tout cela vient-il? Puisque, comme je citais, par exemple, au début du siècle dernier, on n'était pas du tout là-dedans, mais même beaucoup plus récemment. D'où est-ce que tout cela vient? Ce n'est pas tombé du ciel, cette histoire d'être dans la consommation, et d'endoctriner les gens à être que dans la consommation, puisque c'est quelque chose qui les dégrade et qui détruit leur vie. Donc les gens ont quand même une grosse difficulté à adhérer à ça. Pas facile. Eh bien ça a été décrit. D'où cela vient? Je vous invite donc à lire ce livre de Michel Clouscar, écrit en 1973, qui est... Enfin, c'est époustouflant. Si vous lisez ce livre, vous serez épaté de la lucidité de comment il décrit la société qui s'applique aujourd'hui en 1973. J'avais 13 ans, vous vous rendez compte? Comme j'ai eu déjà l'occasion de le dire, si j'avais connu et lu cet homme-là quand j'avais 20 ans, ça aurait très certainement changé ma vie. Je vous invite à lire ce livre. Alors, surtout la première partie, parce que Michel Clouscar n'est pas toujours très facile à lire, mais la première partie du livre est assez facile à lire malgré tout, ça va. Et s'il y a des morceaux qui sont un peu difficiles à lire, continuez la lecture, vous allez retomber après dans des éléments qui sont plus faciles à lire et qui vont vous permettre malgré tout de comprendre ce qu'il dit et donnant l'origine. Donc je vous renvoie vraiment à ce livre, Néofascisme et l'idéologie du désir. Bon, c'est un des ouvrages de Michel Clouscar, un des premiers et donc un de ceux qui explique assez bien pourquoi est-ce qu'on est dans cette société de la consommation. Mais là, je vais essayer d'en faire un résumé sans trahir sa pensée. En fait, c'est une stratégie du néo-capitalisme qui est intervenue dans la foulée de mai 68, qu'il considère donc comme une contre-révolution, en fait, puisque la bourgeoisie, à l'époque, le communisme se développait sur Terre de façon très importante, et les stratégies traditionnelles ne permettaient pas d'endiguer ce développement du communisme. Et donc l'idée de génie alors, il y avait des philosophes autour de ça, des Marcuse, etc., Deleuze et compagnie. L'idée de génie de ça, c'est de dire, eh bien, pour casser cette vague communiste, eh bien, il faut faire un débordement, non pas l'attaquer par la droite, mais l'attaquer par la gauche.
faire un débordement du communisme par la gauche. Ça a été un petit peu l'idée de génie de ces philosophes slaves, et ça a très bien réussi, hein, puisque vous voyez où on est le Parti communiste aujourd'hui. Enfin, c'est en France, mais c'est pas qu'en France, hein, évidemment. Et donc, l'idée pour faire ça, il fallait déborder par la gauche, et pour déborder par la gauche, il y avait différentes conditions qui sont expliquées mieux que je vais le faire là. Moi, c'est un résumé qui sont expliqués dans le livre. Donc, il faut liquider l'économie dans le cercle d'accumulation, dans le sens de faire des économies. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire des économies. Donc, liquider toutes les inhibitions, parce qu'il fallait développer aussi, dans la foulée des 30 Glorieuses, on arrivait à la fin des 30 Glorieuses, il fallait donc ouvrir aussi des marchés. Donc, ouvrir des marchés, et donc c'est tout le marché du désir qui se met en place, toute la société de consommation qui se met en place. Et donc aussi liquider les valeurs traditionnelles de la société, ce que certains appellent les valeurs bourgeoises. Donc c'était sur ce front-là aussi qu'il fallait attaquer. Et donc, ainsi, le nouveau modèle de la consommation, ce sera l'émancipation par la transgression. C'est-à-dire, on va transgresser, on va être dans l'économie du désir, on voit bien le résultat, et dans la consommation du désir. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais les exemples, en fait, c'est ceux que je vous ai donnés précédemment. C'est-à-dire que le mantra, c'est consommer, c'est s'émanciper. Donc c'est tout le vague de publicité, etc., qui vous pousse à consommer, à consommer, à consommer, et à ne plus produire, par conséquent. Vous voyez, là on retombe sur ce qu'on disait, sur les raisons qu'on disait tout à l'heure. Produire est devenu prohibé. Maintenant, on est tombé dans la construction inverse. C'est-à-dire que maintenant, c'est produire. Celui qui produit, c'est vraiment quelqu'un, c'est un imbécile, hein, celui qui produit. Par contre, consommer, ça, il faut consommer, consommer, consommer. Vous voyez ce qu'on a mis dans la tête des gens et pourquoi ils en finissent à bouffer de la merde volontairement et à en redemander. Parce que c'est ce qu'on leur a mis dans la tête par ces publicités, par toute cette propagande permanente depuis 50 ans. Transgresser, c'est être libre. Deuxième mantra, Deleuze, Foucault, tous ces gens-là. Hein, et puis tout le mouvement derrière mai 68, hein, le mouvement hippie, etc. Transgresser, c'est être libre. Bon, je ne sais pas en quoi avoir des cheveux jusque-là permet d'être libre. Mais voilà, c'était transgressé parce qu'avant il fallait avoir une coupe de cheveux courte, et on avait des cheveux courts pour les hommes par exemple. Avoir les cheveux longs, ça y est, on est libre. C'est n'importe quoi. Mais c'est ce qu'on a mis dans la tête des gens. Ça a marché puisque on continue. C'est encore ce qui est d'actualité aujourd'hui. Jouir, c'est être révolutionnaire. Quel rapport? On jouissait avant, on jouira après. Enfin, jouir de tout, hein, de la vie, etc. Être dans l'hédonisme total. Donc, comme je disais précédemment, c'est une stratégie du libéralisme libertaire pour dépasser sur la gauche, justement, et donc de dire, eh bien, pour faire la révolution, maintenant, il faut consommer. Si vous voulez être révolutionnaire, il faut consommer, il faut transgresser, et il faut jouir. C'est pas de dire, on n'est plus du tout dans la démarche révolutionnaire marxiste ou des socialistes. Vous voyez, on est dans un truc complètement sociétal. C'est-à-dire, bon, et puis après, on va avoir déroulé ça avec l'homosexualité, etc., qui va être promue également. Hein. C'est pour ça qu'on promeut l'homosexualité, par exemple. C'est transgresser, c'est être libre. Si vous êtes homosexuel, vous êtes libre. Si vous n'êtes pas homosexuel, vous n'êtes pas libre. Voilà, vous voyez, on en arrive à ce genre de conséquences au fil du temps. Alors, en consommant, en étant de purs consommateurs, on croit se libérer. Mais en vérité, on s'enferme dans des prisons, puisque c'est bien les exemples qu'on a tout à l'heure, puisque avec tout ça, quelles sont les conséquences de tout ça? Ben, il y a l'obésité, hein. Vous n'avez qu'à voir aux États-Unis, mais en France aussi, hein, dans plein d'endroits. Maintenant, les pauvres et ceux qui sont les plus pauvres, ce sont ceux qui sont obèses, par exemple, alors qu'avant c'était ceux qui étaient maigres. Hein. Il faut y réfléchir à ça. On vit la nuit, c'est-à-dire que on vit plus le jour, et il y a plein de gens, ils jouent toute la nuit, et ils sont plus du tout dans la vie normale. Donc, quelque part, ils se cachent, parce qu'ils savent bien qu'ils sont dans la transgression, ils ne sont pas dans la réalité, ils ne sont pas dans la vraie vie.
Donc on vit la nuit pour se cacher des autres et pour faire ses activités en se croyant libéré parce qu'on vit la nuit. Comme on mange plus de légumes, on mange plus de façon variée et variée, voilà, des légumes, etc., et des fruits et ce genre de choses, et bien, ou qu'on boit que des boissons sucrées, des choses comme ça, des sodas, eh bien, on crée un terrain favorable aux maladies chroniques, diabète, etc., toutes les maladies cardiovasculaires et compagnie. Il y a aussi toutes ces heures perdues, c'est-à-dire qu'on passe son temps, c'est-à-dire qu'on ne vit plus soi-même. On regarde des séries, alors Netflix et compagnie, mais ça c'est le summum, mais voilà. On crée des trucs avec des addictions où les gens ils vont passer des heures et des heures et des heures et des heures à ne pas vivre, puisque regarder un écran de télévision pendant des heures et des heures et des heures, c'est ne pas vivre, c'est regarder les autres vivre, c'est même pas regarder les autres vivre, puisque c'est juste des séries qui en plus n'ont pas généralement pas beaucoup de sens, hein. C'est des trucs de science-fiction dans des univers peu intéressants, en vérité. Donc c'est juste perdre son temps de vie. Si ça, c'est pas une barbarie, qu'est-ce que c'est? Au final, on arrive à une perte d'estime de soi-même, puisqu'on se rend bien compte qu'on se détruit et qu'on ne vit rien. Ces gens-là sont parfaitement conscients de ça. Et, et, et il y a aussi alors une autre dimension de ça, c'est l'égoïsme aussi, puisqu'on n'est que dans la consommation, on ne produit plus, donc on va plus s'emmerder à faire ça pour ses enfants, ses petits-enfants, ou entrer dans des associations, dans des partis politiques, dans toute la vie collective. Eh bien, on va dire, bah, moi je m'en fous, je consomme, je me comporte en consommateur, y compris par rapport aux services publics, y compris par rapport à toute la société, par rapport à la République. Je suis un consommateur, voilà. Donc on est égoïste et ça aboutit aussi à tout un tas de gens qui vivent seuls, qui ont une vie solitaire, qui se retrouvent à 50 ans seuls comme des chiens et qui n'ont rien fait, rien construit de leur vie. Voilà à quoi tout ça, ça aboutit. Vous vous rendez compte? Les dégâts dans la société que ça fait? C'est une barbarie, mais affreuse. C'est une de celles qui est à la fois la plus évidente et la moins évidente à expliquer et à comprendre. Michel Clouscar a compris tout ça et explicité tout ça en 1973. Vous vous rendez compte? C'est un génie quand même. Il faut être quand même sacrément costaud. Voilà. C'est sur ce genre de personnes qu'on pourra construire l'avenir. Parce il a fait ce diagnostic, mais il a donné également aussi, comme Simone Veil, des briques pour construire, pour sortir de ça et pour construire un espoir et les moyens de s'en sortir. Ça, je vous renvoie au mercredi de l'espoir pour ça, évidemment. Alors, pour conclure, nous récoltons aujourd'hui tous les fruits amers de cette mer de bien d'autres barbaries. Parce qu'on voit que par cette idéologie du désir, par ce marché du désir, par cette culture de la transgression, eh bien, on a amené plein de barbaries, on vient d'en lister quelques-unes là, dans des domaines assez différents, hein, mais qui ont tous cette origine commune. L'idéologie de la transgression. Voilà ce qui explique le titre de ce dont on parle ce soir. Les transgressions mènent à la barbarie. Donc il est bien évident que des solutions sont possibles. On y réfléchit, j'y réfléchis, j'en propose. Parce que voilà, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure et au proverbe de tout à l'heure, par exemple, sur le chef. C'est pas tellement que le chef en lui, il y a 1000 façons d'arriver à la solution. Mais si vous n'avez pas des visions claire et précise et détaillée de la situation dans laquelle nous sommes et des moyens à partir de là pour les dépasser, pour offrir de vraies solutions. Mais vous ne tracez rien, vous ne tracez aucune perspective. Vous croyez que des gens peuvent adhérer à ça? Alors je ne sais pas, moi j'œuvre avec les gens qui sont autour de moi pour justement offrir un espoir, sortir de ces barbaries. Le tournant vers la barbarie, on le prend de plus en plus. Bon, on voit le Covid-19, c'en est un exemple. Je renvoie également au mercredi de l'espoir consacré au Covid-19 et à l'émission de la semaine dernière. C'est une autre barbarie dans un autre domaine, hein, mais toujours lié au néolibéralisme, au libéralisme libertaire. Des solutions sont possibles,
Mais on ne sortira de ça que si on offre des solutions à tous ces problèmes. C'est pas simplement par un mot qu'on y arrivera, une petite idée, un peu plus petit dénominateur commun. Voilà, ça peut aider à rassembler des gens. Mais pour vraiment tracer une perspective, pour vraiment s'en sortir, il faut avoir un petit peu plus d'épaisseur que ça. C'est ce que nous proposons. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de partis qui proposent ce genre de choses. J'en connais aucun. Mais des solutions sont possibles. J'y travaille, croyez-moi. Il y aura une émission des Mercredis de l'Espoir qui traiteront de ça et qui vont donner les moyens d'en sortir. Mais voilà, c'est pareil, c'est par le chemin constitutionnel, par un rebond civilisationnel qu'on va y arriver. Donc avec la dimension politique, qui est la dimension, évidemment, 6ème République, nouvelle constitution, mais pas uniquement, puisqu'on voit bien que là, quand on est dans ce genre de situation, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi travailler sur les moyens idéologiques, sur la dimension sentimentale et y compris sur la dimension spirituelle. Voilà. Donc ça fait 4 dimensions dans lesquelles il faut travailler. La dimension politique en étant une très importante, hein, sans doute la plus importante parce que c'est celle qui permet et encore. La dimension sentimentale aussi est très importante. Bon, toutes les dimensions sont importantes. On a du mal à les hiérarchiser parce qu'elles sont nécessaires. Toutes sont nécessaires. Donc, il ne faut pas dire... bon. La dimension politique est très importante. C'est elle qui rend les autres aussi possibles, quelque part. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Sur la dimension sentimentale, il y a déjà eu un mercredi de l'espoir aussi qui a eu lieu au mois de juin, vers la mi-juin. Je vous renvoie aussi à cette émission pour vous donner une idée de la trace qui doit être donnée. Alors, pour finir, enfin avant de finir plus exactement, je voudrais rendre un hommage à quelques victimes récentes des barbaries, dans d'autres domaines, malheureusement, mais ô combien palpables. Philippe Monguillot, chauffeur de bus à Bayonne, en état de mort cérébrale après une violente agression, un tabassage. Mélanie Lemay, gendarme dans le Lot-et-Garonne, tuée par un chauffard en fuite, sans permis. Il y a une déclaration du général Soublé, je crois, que je vous invite à consulter sur Internet. Je pense que vous pourrez trouver son message, sa vue des choses sur ça. Donc, c'est le général Soublé qui en parle. Et je vous invite à lire ce qu'il dit. Il dit en un mot, je laisse ma colère et mon émotion déborder. Voilà. Donc il ne peut plus garder la réserve face à cette barbarie. Ce général, normalement tenu à un devoir de réserve, fût-il en retraite, je ne sais pas de sa situation exacte, il ne peut plus. Face à cette barbarie, comme j'ai dit, qui va aller croissante, il va falloir se mobiliser. Le plus tôt sera le mieux. Thomas avait 23 ans et a été lâchement assassiné par un individu qui venait de sortir de prison dans le cadre des libérations organisées lors de la crise sanitaire par Nicole Belloubet, ex-ministre de la Justice. Voilà, cette fois-ci, on va en terminer. Donc vous voyez, c'est pas... on se fait pas plaisir. Moi, je suis pas là pour me faire plaisir, je vous l'ai dit. Hein. Je suis pas là pour vous faire plaisir non plus. Hein. Je suis pas là pour vous
dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Mais vous n'avez pas besoin d'entendre que des barbaries. Ce qu'on veut aussi, c'est sortir des barbaries, tracer un espoir. Et voilà pourquoi il y a cette deuxième, et qui existe depuis plus longtemps, les mercredis de l'espoir. Donc, les prochains mercredis de l'espoir auront lieu donc le 15 juillet à 18h, hein, comme toujours. L'épisode, quatrième épisode de la série sur la présentation de l'organisation de la 6ème République, traite cette fois-ci du gouvernement. Donc évidemment, bon, j'échange avec des personnes très intéressantes sur le sujet, sur justement l'organisation, sur qu'est-ce qui est dans cette proposition au stade actuel, qu'est-ce qui est intéressant, pas intéressant, qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer, etc. Sur Facebook, je vous invite à aller voir sur Facebook, il y a un débat très intéressant justement sur la Chambre constitutionnelle. C'est pas encore ça n'a pas encore été traité hein, dans ces mercredis d'espoir, la Chambre constitutionnelle. Mais il y a la présentation de l'organisation générale et il y a un débat très intéressant et moi, entre moi et un internaute, quelqu'un qui travaille aussi sur ces sujets que ça intéresse, et donc qui creuse sur les intérêts, ce qu'il faudrait faire évoluer, et comment il faudrait mettre ça en place, sur toutes ces questions de contrôle de la Constitution et de contrôle de l'action gouvernementale et tout ça. Voilà. Donc je vous invite à aller jeter un oeil sur. Donc c'est sur YouTube. Hein. C'est un débat qui a lieu sur YouTube, sur notre chaîne Une perspective, la 6ème République. Alors, je vous invite, comme d'autres, hein, qui actuellement, il y a des gens qui nous rejoignent. Bon, bien sûr, nous sommes petits hein, encore, mais des gens prennent conscience de la réalité, de ce qu'il faut faire, de ce vers quoi il faut aller. Et donc, passez à l'initiative, inscrivez-vous sur le groupe Facebook, inscrivez-vous surtout, je dirais, si vous êtes convaincu que c'est ce qu'il faut faire, sur la page impcr.org. Vous aurez justement, vous participerez à des débats et à ce qui est, je dirais, dans les tuyaux par rapport à différentes initiatives, etc. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Non, ça c'est pas à montrer. Désolé. Et puis, je vous dis à mercredi et à vendredi prochain. Au revoir.